Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue à ce numéro qui reçoit pour vous Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Alexis Calabri des Échos, Makan Kone, Nouvelle Libération, Alexis et Serge Daniel, journaliste écrivain. Nous allons parler de la République centrafricaine qui a un nouveau Premier ministre, l'attentat suicide à Ber et le report du deuxième round pour parler inter-malien. Mais tout d'abord, la République centrafricaine qui a donc un nouveau Premier ministre en la personne de Mahama Kamoun. Il a officiellement pris fonction jeudi dernier et remplace André Zapayeke, incapable selon la communauté internationale de sortir le pays du gouffre. Makan Kone, est-ce que le nouveau Premier ministre peut sauver la transition centrafricaine? Bon, on espère. De toute façon, il a été élu, désigné pour cela. D'abord, il faut noter que c'est un musulman. Peut-être que le fait d'avoir un musulman comme Premier ministre peut avoir des avantages et des désavantages. Maintenant, on souhaite que ce soit des avantages. S'il peut en tout cas calmer tous ceux qui sont d'obédience musulmane. Et puis, naturellement, ça va être un de ses rôles, les plus importants d'ailleurs, c'est de trouver un pont entre les musulmans et les chrétiens, parce que c'est extrêmement important. C'est, pour la Centrafrique, c'est vraiment à la limite une guerre entre deux religions, en tout cas deux populations d'obédience différentes, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans. Donc pour répondre à votre question, simplement, c'est qu'on souhaite, en tout cas il a été désigné pour cela, qu'il puisse déjà mettre fin à cette guerre entre chrétiens et musulmans. C'est extrêmement important déjà. Alexis Calabri. Oui, l'expérience malienne nous a prouvé que un premier ministre de crise et de ce genre, pour réussir, doit avoir le dos large et savoir écouter et composer avec la communauté internationale. Sinon, il part assez défavorisé parce que critiqué, disons contesté presque par tous les camps qui auraient dû être avec lui, au moins ça prouve qu'il est assez à équidistance. Maintenant, le défi va être sa capacité plutôt à faire un bras de fer, mais à pouvoir composer avec la communauté internationale et manœuvrer de sorte que à l'intérieur, les gens le suivent, qu'il ait une vision claire d'abord lui-même de sa mission. C'est Daniel. Il y a 15% de musulmans en Centrafrique. Mais les musulmans et les catholiques ont toujours vécu dans la cohésion. Ce sont les politiques qui les ont divisés. C'est parce qu'il y a eu des mouvements politiques d'obédience religieuse, si vous permettez l'expression, que les populations étaient divisées. Alors les 15% des musulmans, il se trouve qu'ils sont dans le nord, essentiellement dans le nord du pays, où vous avez deux frontières essentielles, le Tchad et le Soudan. Il y avait certains chefs de guerre qui souhaitaient la partition du pays. Peut-être qu'avec la nomination de ce nouveau Premier ministre musulman, ça va empêcher la partition du pays et que, enfin, les Centrafricains vont s'asseoir pour parler de l'avenir de leur pays. Donc ça peut être une bonne chose et il faut donc attendre pour voir comment il va gérer cette période, quels seront ses réels pouvoirs. Je l'ai dit ici la dernière fois, je voulais pas être indélicat vis-à-vis de Mme Panza, mais c'est poussif ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle ne gouverne pas, à mon avis, elle n'a pas tous les leviers pour gouverner et donc peut-être que le nouveau Premier ministre peut l'aider. Adam Cham, c'est une bonne chose, vous pensez aussi? Le Premier ministre sortant n'a pas été renvoyé forcément pour incompétence. Il a été sacrifié sur l'autel du Forum de Brazzaville au nom de la recherche de l'équilibre. Et cet équilibre, c'était mettre un musulman à la tête d'une institution importante. Et la seconde institution, c'est la primature. Donc l'arrivée de l'actuel Premier ministre, de M. Kamoun, est un signal donné à la communauté musulmane, quelle que soit, je crois, son importance numérique. C'est un signal donné. Les gens ont considéré qu'il était bon. Et puis, bon, pour M. Kamoun lui-même, il a du parcours. Il a été directeur du trésor de Bozizé, il a été directeur de cabinet de Diotoya, ce qui a failli lui créer des problèmes. Mais je ne sais pas si le problème centrafricain peut être réglé simplement parce qu'on a changé de Premier ministre. Le traumatisme est beaucoup plus profond que ça. Toute la question est de savoir si un jour les musulmans reviendraient, par exemple, occuper Bossangoa. Ok, est-ce qu'on n'est pas, cette nomination ne peut pas avoir un revers, Alexis, dans la mesure où le problème, il n'est pas
religieux. Est-ce que le gouvernement lui-même, l'État n'est pas en train de donner une connotation religieuse à cette crise-là? Oui, Adam l'a dit, le Premier ministre, il a du parcours, ce sera faire insulte en disant qu'il doit la primature au fait seulement qu'il soit musulman. Non, en fait, c'est ça. C'est dit que le fait qu'il est musulman a énormément pesé, on suppose. Voilà. Ça a dû être un critère déterminant dans son choix. Il est évident que ça ne décolle pas en Centrafrique. Certainement, Serge s'est permis des remarques sur Madame la Présidente, qui sont peut-être fondées. Et je suppose que il pourrait donner un coup d'accélérateur, mais le fait, et effectivement, si vous remarquez, tous les camps s'échinent à dire que c'est pas l'aspect religieux qui a été déterminant, mais ça a joué en tout cas. Et effectivement, le danger, c'est de faire confiner la crise centrafricaine dans ses dimensions religieuses. Moi, je suis persuadé qu'il faut une transition courte en Centrafrique. Il faut un président démocratiquement élu. Si vous n'avez pas un président démocratiquement élu, on va, à mon avis, s'enliser. Mais là où il faut aussi prendre la hauteur et résister à des pays comme les Américains qui ne veulent plus entendre parler des anciens chefs d'État comme Bozizé et Djotodia et Bozizé, à mon avis, font partie aussi de la solution. C'est-à-dire qu'il faut peut-être les impliquer d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont encore des hommes sur le terrain, dans le système, pour qu'ils appellent, à mon avis, au calme. Justement, c'est l'une des recommandations du Forum de Brazza qui conseille à ce que dans le gouvernement, qu'il se soit vraiment ouvert, qu'il y ait les ex-Séléka, les anti-Balaka et tout. Makan connaît sur cette solution d'ouverture, de large ouverture, vous en pensez quoi? Moi, je crois que c'est une bonne chose. On ne peut pas faire, comme Serge vient de le dire, on ne peut pas faire la Centrafrique aujourd'hui sans tenir compte de ceux qui sont des principaux protagonistes, ceux qui prennent les armes les uns contre les autres. C'est les Séléka, c'est les anti-Balaka. Donc on ne peut pas faire un gouvernement qui est censé en tout cas mettre en œuvre cette politique de fin de la crise. C'est le gouvernement qui va le faire avec le nouveau Premier ministre et Mme Samba Panza et tout. On peut pas, il faut forcément que toutes les couches, pas que les Séléka et les anti-Balaka, il faut tenir compte aujourd'hui de tous ceux qui aujourd'hui peuvent jouer un rôle. Ceux qui peuvent jouer un rôle, c'est ceux qui sont en belligérance. Faire en sorte qu'ils soient autour de la même table, dans un gouvernement, dans les négociations, autour de la table du Conseil des ministres. En tout cas, ça peut, à la limite, je crois, calmer un peu les tensions, diminuer. Ceci dit, ajouter également toutes les couches de la société qui peuvent jouer un rôle, tant soit peu, dans la résolution de la crise. Sinon, on n'irait pas assez loin. S'il faut faire sans les uns et oublier les autres, avec les uns et oublier les autres, je crois qu'on n'a pas trouvé de solution. Il faut profiter de ça pour trouver une solution globale, impliquer tous les Centrafricains, toutes les couches de la population centrafricaine soient représentées dans ce gouvernement. C'est ça aussi un gouvernement d'union nationale. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il faut les impliquer. Maintenant, il faut qu'il y ait des conditions dans lesquelles ils soient dans le gouvernement. Il faut s'entendre sur tout ça. D'accord. Adam, on n'a pas la boule de cristal, mais la Centrafrique peut-elle renouer avec la stabilité de ces 5-6 dernières années? Oui, à condition que le jeu soit franc. Serge l'avait dit tout à l'heure, il ne faut pas exclure Bozizé, il ne faut pas exclure Djotodia. Je pense qu'ils seront formellement recusés, mais personne ne se mettra à l'abri de leur influence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à travers les anti-Balaka et les Séléka, ce sont leurs milices qui s'affrontent. Et donc, il ne faut exclure vraiment aucun centre de pouvoir, aucun enjeu majeur en Centrafrique pour que la paix revienne. Et puis, beaucoup va dépendre de la synergie qu'il y aura entre la présidente et le Premier ministre, parce que je sais que le Premier ministre a quand même 4 missions, c'est organiser assurer le retour de la sécurité, répondre aux défis humanitaires, organiser les élections et relancer l'économie. Et puis, les élections sont prévues en 2015. Et je pense que plus la transition est courte, je suis d'accord avec Serge, mieux ça vaudra. Mais la question, c'est est-ce que on va
on va mettre de côté les anti-Balaka et les Séléka. Si c'est le cas, effectivement, il n'y aura pas de paix rapidement en Centrafrique. Ok, deuxième thème de ce débat du dimanche, initialement prévu pour ce dimanche 17 août, le deuxième round des pourparlers inter-maliens a été reporté. On parle du 1er septembre. L'annonce a été faite par le ministre algérien des Affaires étrangères et au Mali. Le chef de la diplomatie Abdoulaye Diop, lors d'une conférence de presse, a laissé entendre que l'Algérie, en sa qualité de chef de file de la médiation, a été saisi par les autres parties afin de procéder à un léger report pour le parachèvement des préparatifs. Makan connaît, c'est une violation de la feuille de route, ce report. Tu as marché sur ma langue. J'allais commencer par cette phrase, exactement. En fait, moi je suis à la limite un peu inquiet. C'est-à-dire que si on veut positiver, on peut dire que bon, ça donne du temps à certains. Ma première inquiétude, quand j'ai appris cette information, j'étais très inquiet. Je m'étais dit d'abord que voilà, c'est le gouvernement malien. J'ai été un peu satisfait quand on m'a dit que c'est les mouvements armés qui ont demandé le report. Mais ce que je ne parviens pas à comprendre et qui est inquiétant par rapport à la suite des négociations, parce qu'on nous a fait croire qu'un accord serait signé dans 100 jours. Le ministre des Affaires étrangères algérien avait même parlé de 24 octobre, combien octobre, qui est la journée de la paix des Nations Unies et tout. Si, avec tout le bruit qu'on a fait autour de la feuille de route consensuelle, et qu'on commence par violer cette feuille de route, parce que c'est écrit noir sur blanc que on rentre chez soi, nous revenons tous le 17 pour reprendre les négociations jusqu'au 11 septembre. Mais là, on a décalé de 2 semaines quand même, c'est extrêmement important. Moi, je crois que la question est tellement importante que, ça va dénoter sur la date des négociations, disons de la signature de l'accord, donc la crise va encore durer un peu. Et je me demande si les groupes armés ne jouent pas déjà à la montre. Parce que déjà, on a grignoté 2 semaines sur le calendrier normal des négociations. Je me demande si ils vont pas encore, on va pas avoir un autre report de ce genre d'ici fin octobre et tout. Qu'est-ce qui les empêche pour la signature des négociations de nous amener en 2015 pour dire, parce que se prépare à quoi? Je sais ce que je veux dire. D'accord. Déjà, à Alger, ils étaient tous prêts, d'accord pour dire, maintenant ils retournent et dire, bon, on va se préparer par rapport à quoi. Ok, c'est une violation, Alexis, mais d'aucuns diront également que la parole d'un État aussi, c'est pas parole d'évangile, c'est pas écrit sur le marbre. La feuille de route non plus n'est pas l'évangile. Le chronogramme, c'est pas un camisole de force. Mais ce qui est dit dans des négociations comme ça, Alexis. Je pense que le report, de façon consensuelle, est-ce qu'elle a été de façon consensuelle? Oui, ça a été proposé par les groupes armés à la médiation qui, si elle accepte de transmettre, partage peut-être les raisons qui lui ont été données, et le gouvernement a accepté à ce conseil. De l'autre côté, il y a plutôt 2 lectures de mon point de vue. Soit ils n'ont pas fini de se concerter, de s'entendre sur ce qu'ils vont présenter, soit ils ne s'entendent pas du tout. Et on voit ce qui se passe un peu sur le terrain, mais en tout état de cause, on voit qu'il y a une volonté. Déjà, ces groupes armés étaient en réunion à Bamako toute la semaine. Je pense qu'il ne peut pas jouer la montre contre le gouvernement parce que l'usure du temps joue plus contre les groupes armés que contre un gouvernement en place. Pas forcément, parce qu'ils avaient demandé 9 mois, juste pour dire. Ils avaient demandé 9 mois pour la négociation. Sur le report en tant que tel, est-ce que ce n'est pas signe de fébrilité, d'incohérence quand même sur une affaire aussi importante? Peut-être le gouvernement aurait dû être droit dans ses bottes. Ce qui est dit est dit, ce qui est écrit aussi. Oui, mais il y a des choses qu'on peut dire ici, des choses qu'on ne peut pas dire. On sait que il y a eu report pour 2 raisons essentielles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des groupes armés, il faut savoir qu'il y a des gens derrière les groupes armés, ce qui est plutôt normal, une bonne ou une mauvaise chose, mais il y a des gens. Il y a une organisation, c'est-à-dire qu'en technique de négociation, on sait aujourd'hui ce à quoi on peut s'attendre en termes comment dirais-je, en termes
en termes de résultats finaux, etc. Donc il y a des problèmes à l'interne des groupes, disons-le comme ça. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est l'annonce, la manière de l'annoncer. Le ministère malien des Affaires étrangères, il y a une fausse note du ministère malien des Affaires étrangères qui est obligé d'attendre que Alger annonce qu'il y a report avant de confirmer ici, alors que de manière concomitante, on pouvait annoncer à Alger et à Bamako pour montrer que le Mali tient aussi un bout de la corde. Depuis le début de la semaine, bien sûr. Oui. Donc le ministre des Affaires étrangères est obligé de tenir une conférence de presse après l'annonce par Alger. Ça, c'était une mauvaise communication de sa part. Il aurait dû, à mon avis, de manière concomitante, le même jour, pour montrer que Bamako ne subit pas, mais accepte, à donner son feu vert pour le report, organiser cette conférence de presse. Je pense que les négociations vont reprendre. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis optimiste. Okay. Je suis optimiste parce que quand vous discutez en privé avec les partis en présence, tout le monde commence par être fatigué de la crise. Adam, un mot sur le report avant de parler des développements sur le terrain, de ce mouvement qui se crée tous les jours. Un mot sur le report déjà. Je crois que respecter une feuille de route partout et dans l'esprit, dans la lettre est une bonne chose. Mais je crois qu'aucune feuille de route n'est aussi écrite dans du marbre. Si le report permet de gagner un climat, comme le ministre des Affaires étrangères l'a dit, un climat de constructif et un climat serein, pourquoi ne pas le faire? Ceci dit, c'est important de connaître les raisons profondes du report. Elles ne nous sont pas connues, elles ne nous ont pas été données officiellement. C'est important parce que cela peut déterminer effectivement le contenu des négociations et même leur timing. On espère simplement que un mouvement comme le MNLA n'est pas en train de jouer à la montre, parce que ce qu'Alexis a dit, ceux qui se sont réunis ici à Bamako, c'est tout sauf le MNLA, je crois. Le MNLA est pas là, et ça c'est quand même significatif, c'est révélateur de l'état d'esprit de ce mouvement. Okay. Mais le report en soi n'est pas une tragédie. Okay. Je suis pas d'accord, quand on me dit, on essaie de banaliser ici autour de la table la feuille de route. C'est-à-dire que nous savons tous comment est-ce que cette feuille de route a été signée, par qui elle a été signée. Maintenant, compte tenu de ce qui vient de se passer, qu'on signe une feuille de route et que 2 semaines après, 10 jours après, qu'on dise que bon, contrairement à ce que ça veut dire, contrairement à ce qu'on a signé, nous, responsables des groupes armés, gouvernement malien, partenaires, contrairement à ce qu'on a signé, on ne peut pas se réunir le 17, on met au 1er septembre. Déjà qu'on a vu ça, qu'est-ce qui nous fait croire qu'est-ce qui nous rassure par rapport au fait que même les troisième phases, le troisième round, même la signature si le Mali, comme Serge vient de le dire, si le Mali ne peut pas dire, vous l'avez dit vous-même, non, on a signé ceci, prouver qu'on a un peu la main. C'est ce qui se passe, c'est que c'est les mouvements armés qui ont demandé le report. On n'a fait aucune espèce de résistance. On a été les derniers même à annoncer. Or, depuis lundi, on savait à Bamako que les 17, les gens n'allaient pas aller. Nous, on n'a rien dit en tant que gouvernement malien. Donc, ce qui provoque chez moi une inquiétude quant à la poursuite, ce qui va se passer après. Après, on peut nous amener en 2015. Hein. D'accord. Il faut être d'accord avec Mme Koné que, bon, c'est pas un bon signal, le report, parce que cette feuille de route est arrivée après beaucoup de temps perdu, après beaucoup de tergiversations, et vraiment, elle se cristallisait nos espoirs. Et qu'on le veuille ou non, c'est une date qui n'a pas été tenue. Mais ça ne peut pas être la fin du monde. Ce qui est important, c'est les raisons profondes de ce report. Si les raisons profondes de ce report mettent en cause le principe même de la négociation, ah oui, c'est grave, mais pour l'instant, on ne le sait pas. D'accord. Alexis, est-ce que l'une des raisons ne peut pas être cette tribalisation, entre guillemets, cette connotation tribale que les choses sont en train de prendre sur le terrain, puisque des milices sont en train de voir le jour. Il y a le GTA qui peut être considéré comme l'aile politique du mouvement de Gamou, par exemple. Si vous avez suivi la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et les diplomates, il y avait des aspects de ce genre qui transparaissaient. Il a souhaité que pour les négociations, qu'on ait, disons, assez de solidarité en face du gouvernement. Il a souhaité que
que les vrais chefs, donc ceux qui sont dans l'ombre, comme disait Serre, apparaissent et que ce ne soit pas, disons, les seconds couteaux qui viennent autour de la table de négociation. Donc je pense effectivement que il y a de plus en plus les cartes qui se brouillent sur le terrain. On a tout le temps bon, mais il y a fusion, disons, il y a division, fusion en même temps. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas encore quelle incidence ça a directement sur les négociations. Est-ce que ces groupes vont tous être partis au prochain pour parler? Il faut voir. Cette inquiétude tribale. Moi, je suis inquiet parce que sur le terrain, effectivement, on assiste aujourd'hui à une logique tribale. On avait déjà deux branches du mouvement arabe de l'Azawad. Il n'y avait pas, jusque-là, on n'avait pas on avait le mouvement national, on a le mouvement national de libération de l'Azawad, mais il n'y a pas le mot Touareg dedans. On a le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, mais il n'y avait pas le mot Touareg. Pour la première fois, vous avez des Touaregs qui disent nous formons le groupe des Imrad et alliés. Donc on assiste à une logique tribale sur le terrain et ça peut devenir dangereux. Vous vous souvenez, il y a un mois, le MNLA, dans un communiqué combinatoire, invitait tous les autres groupes armés à rejoindre soit le MNLA, soit le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Et là, la création de ce groupe est une réponse, si vous voulez, au MNLA et à son allié, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Question de dire, nous ne sommes pas d'accord, nous créons notre groupe armé, nous sommes sur le terrain, non loin de vous à Tabankor, faites ce que vous voulez, si vous voulez la bagarre, nous voulons la bagarre. Donc effectivement, à mon avis, il y a lieu d'être inquiet sur le terrain, sur les rapports de force, parce que si vous faites très attention, c'est que le MLA n'a jamais pu défaire ce groupe qui vient de se constituer, et ça peut dégénérer assez rapidement, à mon avis. Je suis inquiet sur ce qui peut se passer sur le terrain au moment où vont commencer, on l'espère, les discussions d'Alger. Par rapport à mon inquiétude, très inquiet même, très inquiet. Mais ma première analyse de la multiplication, en tout cas de la création des groupes armés, des milices et tout, c'est que ça prouve déjà à l'opinion nationale et internationale que, contrairement à ce que tous ces mouvements disent, veulent faire croire à tout le monde, ils n'ont pas la population. La population n'adhère pas totalement à leur point de vue et tout, et ce qu'ils disent. Parce que si c'est des groupes qui étaient suivis majoritairement par la population, on n'allait pas assister à des créations de groupes armés et tout. Mais ce qu'il faut noter, qui est encore plus inquiétant par rapport au dernier groupe armé, c'est qu'il y a clairement le mot Imrad là-dedans. Ça, c'est vraiment une race. On sait que c'est l'ethnie de Gamou. Mais là, c'est dangereux. Je ne juge pas et tout. Comme Serge l'a dit, si on menace des gens, vous leur dites faites un choix. Vous n'êtes pas État, vous n'êtes pas gouvernement ni rien. Si vous dites à des populations, faites un choix, venez avec nous, allez de l'autre côté. Les gars, ils vont de l'autre côté et ils disent, on est là, on existe, on a nos terres, nous allons défendre nos terres. Donc ça, l'inquiétude, par rapport à ça, je crois qu'il faut que l'État s'affirme. Il faut que l'État s'affirme, en tout cas que l'État travaille à mettre les gens ensemble, en tout cas à faire participer le maximum, en tout cas que les négociations soient inclusives, que personne ne soit mis. Même nous, un peu qui sommes là, pourquoi on n'a pas le droit d'être dans les négociations à Alger et tout. Ok. Adam, cette prédominance des tribus sur le terrain s'est fait au détriment de l'État, de la présence de l'État dans ces zones-là. Inquiétant pour l'avenir? Oui, en tout cas, si on prend le GTA comme exemple, oui, le GTA, c'est un mouvement qui n'est pas un acteur historique de la rébellion de 2012. Il est né après. Et puis, lorsqu'on prend connaissance des propos de son secrétaire général Fad Ag al-Mahmoud, effectivement, il défend les intérêts d'une communauté Imrad qui a peur d'être le grand perdant, effectivement, de la réconciliation qui se dessine. Et c'est un mouvement, on le sait maintenant, parce que je crois que Gamou était le seul à avoir pratiquement une espèce de milice incorporée dans l'armée qui compte entre 400 et 500 hommes. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le GTA est le mouvement, en fait, est l'aile qui contient le plus de militaires nordistes présentement au nord. Et que le problème se pose au niveau tribal, au niveau communautaire, intercommunautaire, et est une menace constante. On le savait depuis le début de la crise, depuis la gestion
sous le pouvoir d'ATT des crises, gestion donc tribale, etc., que le grand danger au nord, c'était de perdre définitivement la paix, parce que on peut bel et bien faire la paix avec le ACUA ou El Armée, avec le MNLA, mais lorsque le verre est dans le fruit et lorsque ça arrive au niveau de communauté, ça devient une question de réconciliation, ça devient une question de recoudre la confiance entre les communautés, et ça, à mon avis, c'est très grave pour le capital social. D'accord. Je t'arrache la parole parce que je vais rebondir. Il y a deux autres inquiétudes, à mon avis, je vais parler après à Adam, pour le marquer un peu, c'est que il faut craindre qu'on ait des accords d'Alger finalement en octobre ou à la fin de l'année, et que sur le terrain, il y ait des groupes qui disent nous ne le reconnaissons pas dans ces accords d'Alger, nous prenons des armes. Donc ça, c'est dangereux. La deuxième chose, l'inquiétude, ce que moi j'aurais souhaité savoir, et là je ne le sais pas encore, c'est quand même la réaction des intellectuels, parce qu'il y a des intellectuels dans ces communautés, les intellectuels de la communauté, par exemple, IMRAD, sur la création de ce groupe armé, si vous voulez, parce qu'il y a une aile forcément militaire, mais il y a également une aile intellectuelle, politique. Alors, on ne les voit pas s'exprimer beaucoup, alors que, ils figurent parmi les amis d'Adam Thiam. Alexis, oui, c'est inquiétant à deux niveaux. D'abord, au niveau des mouvements armés, ça veut dire que le temps joue contre eux. Plus on va traîner pour parler, plus le mouvement risque de les associations vont se déliter et perdre leur adhérence sur le terrain. Et du côté du gouvernement, quel que soit l'accord qui va être signé dans ces conditions, il y a un travail à faire sur les communautés pour ressouder les tissus, pour la réconciliation. Donc, c'est vrai, il faut aller par pédagogie, il faut faire en sorte que le mouvement soit tenu, mais il faut aussi que l'on regarde la montre. Ok, deux points. Par rapport au GTA lui-même, c'est que dans l'appellation, c'est IMRAD et alliés. Oui. C'est extrêmement important. C'est que c'est pas juste qu'une seule tribu d'IMRAD. C'est-à-dire on trouve en Nord, on en parlait tout à l'heure avec Serge, en Nord, on a des Arabes, des Touaregs, des Tamasheks, mais IMRAD, maintenant le deuxième point, c'est par rapport à ce que mon grand frère Adam vient de dire. En fait, les IMRAD, c'est des gens qui sont dans la rébellion, disons pas dans la rébellion, mais dans la crise depuis longtemps. On sait d'ailleurs que l'une des raisons de cette crise à Kidal et tout, c'est une rivalité IMRAD-IFORAS. Donc c'est la première fois, si pour la première fois les IMRAD s'affichent publiquement et avec des alliés. On sait que le HEIA, c'est fondamentalement des IFORAS et tout. Si jamais, peut-être que ça peut être une solution même pour la crise. Si beaucoup de gens se reconnaissent autour des IMRAD et des alliés, il peut être Justement, c'est la question que j'avais envie de poser. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative, une volonté d'inféodation, puisqu'on a vu les IMGAD qui veulent s'affranchir un peu des IFOGAS, et même le mouvement de Yoro Ould-Douda qui veulent s'affranchir un peu des Arabes, en l'occurrence les Lamar. Si ça réussit, est-ce que ça ne peut pas casser l'hégémonie, Adam, souvent de certains au niveau de la région? Serge, vous n'avez pas la parole. Qu'il y ait eu des dissensions entre les IMRAD et les IFORAS en 2012 et avant, c'est incontestable. Mais les IMRAD n'ont pas constitué de mouvement de rébellion en tant que tel. Donc, ils ne sont pas des opérateurs historiques de la rébellion de 2012 qui a entraîné effectivement la situation dans laquelle nous nous trouvions. Maintenant qu'ils constituent un lobby, parce que c'est un lobby politique qui est ainsi constitué autour des IMRAD, mais ça peut incorporer d'autres pour dire attention, il ne faut pas chuchoter Kidal plus que de raison, et ça n'est même pas forcément mauvais. Mais ce qu'on veut dire simplement, c'est que la ligne de fracture actuellement, c'est Kidal contre les autres parties du nord du Mali, et ça doit être géré de manière délicate. Sinon, le problème, ce n'est plus entre les différents mouvements armés, le problème, c'est entre les ethnies et les tribus. Gérer de manière délicate, créer d'autres régions au-dessus de Kidal, Tessalit. À un moment, l'idée avait été... Ça, c'est possible, mais pour approfondir un peu plus, pour vous dire deux choses importantes à mon avis, c'est que les IMRAD, parmi les Touaregs, c'est la tribu majoritaire.
Donc si vous appliquez le principe de one vote là-bas, ils sont majoritaires. C'est-à-dire que si vous faites des élections, ils sont majoritaires. Ce qui est important, et ça il faut souligner là-dessus, il faut vraiment souligner ce point à mon avis, maintenant que le GTI est créé, c'est que sur le terrain, vous avez 2 mouvements arabes. Vous avez un mouvement Imrad, vous avez le MNLA composé notamment d'Idnan et des alliés, mais vous avez des alliés, mais également des Daoussak désormais puisqu'ils sont à Médaka, et vous avez le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad composé des Iforas. Un massif porte leur nom, l'Adra des Iforas, mais qui sont minoritaires, contrairement aux Imrad, mais qui sont très forts dans le jeu d'alliance, parce qu'ils ont des alliés Chamanamas, il faut Mongwesen, etc. C'est une grande pagaille. C'est-à-dire qu'il y a 2 négociations à faire, je suis persuadé. La première négociation, c'est à Alger, mais la deuxième négociation et la négociation la plus importante, c'est à faire ici, au Mali. Ce que Serge ne veut pas dire, c'est que au-delà de tous ces mouvements, il y a aussi le contrôle des routes, un contrôle moins noble des routes du narco. Ça va de soi. Okay. Je voulais juste en 2 secondes. Ce que je voulais dire, en fait, je n'ai pas dit que les Imrad ont pris les armes et tout, mais j'ai dit qu'on ne peut pas aussi faire la paix au nord sans parler des Imrad, parce que les 2 ethnies, je vais me permettre, j'ai aucun chiffre là-dessus, mais en tout cas majoritaire dont on entend parler au nord, c'est les Iforas et les Imrad. La preuve, d'ailleurs, les figures de proue, c'est Iyad, et c'est Gamou. Les Iforas ne sont pas majoritaires. Non, j'ai dit les 2 ethnies, quoi, en fait. C'est-à-dire, en tout cas, qui font parler d'elles au nord aujourd'hui. C'est les Iforas depuis tout le temps d'ailleurs, et les Imrad. Voilà, et les Imrad qui occupent Kidal, Ménaka et tout. Ça, j'ai appelé Daoussak de Chamanamas. Donc, c'est cette zone Kidal, Ménaka. Et puis, en fait, les gens, ils essaient de ne pas de parler de Kidal. Kidal ne peut pas être dissocié de Ménaka, en fait, c'est la même chose. Et la conclusion, l'État est doublé dans ces zones-là par les communautés, les tribus qui s'y renforcent. Nous y restons justement pour parler de cet attentat suicide à Ber, à 60 km de Tombouctou. 2 éléments du contingent burkinabé de la MINUSMA ont perdu la vie dans cette attaque à la voiture piégée. Alexis Kalambri, ils ne sont pas loin, hein, les terroristes, les djihadistes. Oui, finalement, on se demande si on n'a pas crié victoire trop tôt, si on n'a pas oublié cet aspect du conflit qu'on voit de plus en plus et qui est difficile à contrer. Je pense qu'il faut, si l'administration était présente, si la sécurité était présente pour faire plus de renseignements, pour, disons, s'il y avait plus de moyens, comme la MINUSMA l'a dit, pour une certaine couverture aérienne, peut-être qu'on éviterait ces événements douloureux, parce que effectivement c'est un terrorisme sans visage. Oui, Makankone, sur cet attentat. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Je crois qu'on va assister longtemps encore à ce genre d'attentats. C'est malheureux, mais c'est la vérité. D'autant plus que les islamistes, la France a été la première à parler de guerre asymétrique désormais. Les islamistes, les rebelles, tout ça, tout ce que vous voulez, ont eu le temps de s'incruster et beaucoup et longuement dans le nord du pays. Il y avait pas. C'est pas maintenant qu'il n'y a pas d'État au nord. C'est nous-mêmes qui avons dégarni nos frontières des militaires. Donc pendant longtemps, ils se sont installés, ils ont fait des camps, ils ont fait des collines qu'ils ont transformées. Maintenant, les délogés, ils ne vont pas baisser les bras comme ça parce qu'ils veulent un territoire. On est en train de les chasser de leur territoire. Ils n'ont aucun territoire au monde. Ils s'étaient royalement installés au nord de notre pays et maintenant on veut les faire partir. C'est pas comme ça qu'ils vont partir. Il y a une nouvelle tactique à mon avis. Oui, il n'y a plus d'attentats à Kidal. Tout simplement parce que l'État n'est plus là-bas. À partir du moment où l'État n'est plus là-bas, il n'y a plus d'attentats. Ce n'est plus un objectif. Entre Kidal et Gao, il y a des problèmes intercommunautaires, notamment autour de Tabankor. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, les islamistes évitent les deux autres capitales régionales, c'est-à-dire Gao et Tombouctou. Et ils font les coups à Al-Moussarat, c'est-à-dire non loin de Gao, pour, comme s'ils voulaient faire une pression, demander à tout le monde de quitter ces localités pour rejoindre Gao. Et à Tombouctou, c'est la même chose. Au lieu d'attaquer Tombouctou, ils attaquent à 60 km de Tombouctou, comme pour faire partir les troupes de la MINUSMA de ce côté. C'est une nouvelle tactique et c'est dangereux. Oui, Adam Cham.
Oui, moi je partage l'avis de Magankone, c'est-à-dire je crois qu'il ne faut pas penser que la guerre est finie. C'est-à-dire que les Vous l'avez dit à un moment, les au opérations début, majeures. Je prends Tangara à témoin, au début vous avez dit c'est fini. Non, moi jamais. Je disais que c'était pas fini. Non, jamais. Tangara n'est pas targé non. Non, jamais. Jamais, parce que la guerre. On avait parlé de guerre. Non, il suffit simplement de voir comment le terrorisme opère au niveau mondial pour savoir que la guerre n'était pas finie en avril 2013. On savait effectivement que les opérations majeures de combat étaient terminées, mais qu'il y allait avoir un terrorisme résiduel et que c'est la guerre asymétrique qui commençait à partir de ce moment. On le savait. Donc, et il faut s'attendre effectivement même à l'intensification de ça si Iyad Agali arrive à joindre l'acte à la parole, parce que jusqu'à présent il n'est pas forcément entré dans la danse. Donc Kidal n'est pas forcément à l'abri, parce que sa cible c'est quand même la France, c'est clairement exprimé, et je ne crois pas non plus qu'il y a un mouvement de se déporter seulement vers la région de Tombouctou, parce que c'est à Tabancourt que le Français a été tué. Et j'avais pensé que c'est parce que la MINUSMA n'avait pas les moyens de se protéger, mais les troupes françaises qui ont plus de moyens ont perdu quand même un homme dans un attentat terroriste il y a quelques jours. Et pour terminer, ça dit que je pense effectivement que sur Tombouctou c'est relativement inquiétant, parce qu'en une semaine c'est quand même 3 actes de terrorisme qu'il y a eu, 2 voitures qui ont sauté sur une mine, et puis l'action d'hier, c'est relativement inquiétant. Alexis, ce qui est inquiétant dans l'histoire, c'est que l'ONU, la MINUSMA sur lesquels reposait l'espoir des Maliens, la MINUSMA dit qu'elle n'a pas de moyens. Oui, on a entendu le chef des opérations de la MINUSMA dire encore une fois qu'il a un problème de couverture aérienne de la zone. Et à la limite, l'espoir reposé... Si l'armée malienne le dit, on peut peut-être comprendre. Oui, non, encore que la MINUSMA, bon, ne se faisait pas d'illusions, elle n'était pas venue pour se battre pour nous. Notre espoir, c'était Serval, et on a vu plus les Français ont reculé, plus les autres ont occupé le terrain. Je ne suis pas d'accord avec moi. L'espoir du Mali, ça doit être le Mali d'abord. Je dis que tant que nous n'aurons pas une armée malienne capable de défendre nos frontières, nous ne nous en sortirons pas. Ça, c'est un. La deuxième chose, parlant des djihadistes tout à l'heure, et là, Adam a raison, c'est que quand même, pour revenir au nord de la région de Kidal, ils posent des mines. Donc, c'est aussi une manière de combattre. Mais l'espoir, c'est l'armée malienne. L'espoir, c'est le Mali. Si vous attendez tout de l'extérieur, vous n'aurez absolument rien. Ça, c'est mon point de vue. Oui, mais en même temps, c'est dit... on ne parle pas de futur, on parle du présent et de l'existant. Le présent, il n'y a quasiment pas... Non, l'existant, c'était Serval. Ce n'est pas l'armée malienne qui est en reconstruction, qui est en formation. Non, c'est Barkhane. Ils sont toujours là. Oui, non, avec moins d'éléments sur le terrain actuellement. C'est évident. C'est-à-dire que MINUSMA, ça rentre dans la vocation de MINUSMA de lutter contre le terrorisme. Et donc, le fait est qu'elle n'a pas les moyens. Et ça, on le sait depuis longtemps. Le fait d'avoir une couverture aérienne ne te protège pas non plus contre les attaques terroristes. C'est ce qui s'est passé quand même il y a seulement quelques semaines à Tabancourt, quand le Français est mort. Il y a l'intelligence qui est très importante, il y a le moyen aérien, il y a la vigilance, et puis il y a le simple fait qu'on ne peut pas être à 100% à l'abri d'une attaque terroriste. Dernier thème de l'émission, oui, très rapide. Je ne sais pas si les gens ont bien lu le dernier communiqué de l'adjoint de Kunders par rapport à l'attentat. C'est-à-dire l'attaque est très inquiétante, parce que le communiqué dit que la MINUSMA a payé un lourd tribut par rapport à la crise malienne, tout. Donc moi je crois que ce communiqué déjà est même inquiétant, et qu'il faut
essayer de demander des explications même par rapport à cela. Mais la MINUSMA ne peut pas dire ça. C'est pour maintenir la paix et tout que la MINUSMA... C'est la première fois qu'il parle de payer un lourd tribut dans le cadre de la crise malienne. Ok. Dernier thème de cette émission avec ce soutien français aux autorités régionales du Kurdistan en accord avec l'État central de Bagdad. François Hollande a annoncé l'acheminement d'armes au Peshmerga. Pour l'Élysée, la situation du Kurdistan irakien nécessite la mobilisation de la communauté internationale. La France va désormais plus loin. La décision a été prise de livrer des armes au Peshmerga, les forces armées kurdes. L'objectif, c'est de rééquilibrer les forces parce que les terroristes ont des armes extrêmement sophistiquées qu'ils ont prises sur les troupes irakiennes et ce sont des armes qui à l'origine étaient des armes américaines. Et donc nous ne voulons pas être des Ponce Pilate, nous voulons aider les Kurdes, les Irakiens à éviter les massacres. Vous avez donné des images et pour ça nous livrons des armes qui permettent aux combattants de combattre et nous l'espérons de l'emporter. Une décision entérinée quelques heures plus tôt à l'Élysée. La France a décidé de ne pas attendre la réunion des ministres des Affaires étrangères prévue ce vendredi à Bruxelles. En début de semaine, lors d'une précédente réunion, aucun consensus n'avait été trouvé sur cette question. Plusieurs pays sont opposés à la livraison d'armes, l'Allemagne en tête. Seule décision unanime, accorder une aide alimentaire à l'Irak. Une enveloppe de 5 millions d'euros doit être débloquée. Makan, l'histoire est-elle en train de se répéter? Après le soutien français aux insurgés libyens, aujourd'hui c'est les Peshmerga. Toujours la France au devant. C'est ce qui m'étonne. C'est que je ne comprends pas que des hauts responsables, des chefs d'État ne tirent aucune leçon de rien pratiquement. On voit ce qui est en train de se passer en Libye et ça va être la même chose en Irak. Parce qu'on ne peut pas, un État responsable ne peut pas fournir des armes pour combattre et tout. Moi, je suis foncièrement contre ça. Après ces armes, elles vont servir à quoi? À créer le désordre dans ce même État. Et cette même communauté internationale, on a l'impression qu'on fait exprès, qu'il va encore revenir, ça va faire une autre crise mondiale, ça va faire des dépenses en plus. Franchement, je crois que c'est ridicule à la limite. Oui, Alexis Kalami, le même point de vue. Je pense que c'est une erreur. J'étais d'accord un peu avec la méthode américaine qui était d'appuyer, d'aider à stopper l'avancée et même à lutter contre l'État islamique, plutôt qu'à fournir des moyens à des groupuscules qu'on aura à combattre encore dans 5 ou 6 ans. Donc, je pense que c'est pas bien réfléchi. La France et les États-Unis ont un objectif dans l'immédiat, c'est de permettre aux Kurdes de récupérer Mossoul, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'à Mossoul, vous avez un important barrage qui permet d'alimenter la région en eau et en électricité. Les Américains font des frappes aériennes. Les Français donnent des armes parce que Américains et Français ne veulent pas aller sur le terrain. C'est une erreur à mon avis. Parce qu'on a vu, par exemple, dans le nord du Mali, à un moment, il y a des pays qui ont fourni des armes aux rebelles. Ces armes, la plupart du temps, sont tombées dans les mains des islamistes. De la même manière, dans cette région du monde, je crains une chose, c'est que ces armes ne retombent dans les mains des islamistes. Adam, sur la question. C'est-à-dire, est-ce que le Kurdistan, c'est Benghazi 2? Non. Parce que le problème au Kurdistan est beaucoup plus ancien, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus réel. Benghazi pouvait être un montage. Au Kurdistan, le conflit date d'assez longtemps. Et d'ailleurs, il faut voir que l'intérêt de l'Occident pour l'Irak ne s'est réveillé que quand il y a eu effectivement des attaques contre le Kurdistan. Mais dans les autres parties de l'Irak, y compris à Mossoul, quand l'État islamique en Irak au Levant est entré, il a quand même pu mettre la main sur un butin estimé par la presse d'investigation à un demi-milliard de dollars, plus beaucoup d'armes, etc. Et jusque-là, il n'y avait pas de mouvement. C'est seulement quand ça a commencé en Kurdistan qu'il y a eu cette levée de bouclier de l'Occident. Mais le problème, c'est que le Kurdistan n'est pas un État unitaire, c'est-à-dire Israël
ne peut pas être reproduit au nord de l'Irak parce que la Turquie l'empêcherait, l'Irak l'empêcherait, la Syrie l'empêcherait. Mais ça restera longtemps une zone d'instabilité. Justement, peut-être qu'on pouvait faire le choix d'armée, entre guillemets, l'armée syrienne libre, puisque le pouvoir de Bachar al-Assad, comparé aujourd'hui à l'EIL, bon, je ne sais pas, peut-être c'était pas plus simple de doter l'armée syrienne libre. Non, c'était compliqué. Non, parce qu'au sein de l'armée syrienne libre, on a vu que les islamistes se sont infiltrés. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'était à moyen terme. Je parlais du moyen terme, pas de l'immédiat. Dans l'immédiat, je pense qu'avec cette aide des Américains et des Français, les rebelles, les Kurdes vont reprendre assez rapidement Mossoul. Je pense que c'est possible. Ils vont sécuriser la zone, mais plus tard, moi je reste persuadé que ce sera la grande pagaille là-bas. Dans cette zone, vous avez des islamistes, vous avez des djihadistes qui sont à la recherche d'une seule chose, ce sont des armes pour combattre. Vous livrez des armes à des gens supposés être des démocrates, des gens qui luttent pour la liberté, des gens qui ne sont pas islamistes. Mais ces islamistes sont en mesure de combattre les partenaires des Occidentaux, de récupérer ces armes. Donc il y a un véritable danger quand même de livrer des armes comme ça. Pourquoi les Français ne vont pas combattre là-bas? Pourquoi les Américains ne vont pas combattre là-bas? Il y a un problème. Bonne question, parce que ce que nous avons en Irak, c'est quand même les conséquences d'abord d'une guerre injuste en 2002 et d'un retrait prématuré. Et on parle bien du Kurdistan, mais il y a quand même une chose très très grave, c'est le conflit qui peut opposer les sunnites aux chiites, parce que c'est ce qui se passe dans le reste de l'Irak qui n'a pas le Kurdistan. Tout à fait. Et ceci est le dernier mot de l'émission. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Adam Cham du Républicain de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Makan Kouné, Nouvelle Libération, Serge Daniel, journaliste et écrivain. Pensée spéciale aux téléspectateurs de Libreville, de Bitam et de Port-Gentil au Gabon, le Gabon qui célèbre aujourd'hui le 54e anniversaire de son indépendance. À dimanche prochain.